هو ندوة حول الإنتاج السينمائي في أفريقيا أو تمويل الإنتاج السينمائي في أفريقيا. أنتم تعلمون بأن هذه الإشكالية طرحت في العديد من الملتقيات، ولكن تبقى دائما يعني في صلب العملية الإبداعية السينمائية. تعلمون أن الإنتاج أو التمويل مرتبط أساسا بالإبداع أو الخلق. إذن هذه الندوة والحقيقة فرصة لتبادل تجارب شخصية فيما يتعلق بالإنتاج والإبداع. هناك تجربتين من المغرب. الأمر يتعلق بمريم أيت الحسين ودوي الشويكة، ثم هناك تجربة أخرى من الكاميرون. هؤلاء مخرجات ومخرجان يعني يتعاملوا مع الإنتاج في إطاره الرسمي، ولكن خصوصا في جانبه الشخصي. Donc je disais en arabe que le colloque d'aujourd'hui porte sur une question fondamentale dans la création cinématographique en Afrique. C'est presque, on peut dire, un éternel retour, puisque la question a été débattue dans plusieurs festivals, plusieurs rencontres, etc. Cependant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse en premier lieu, ce n'est pas la production en tant que telle, mais nous allons donner la parole à 3 cinéastes qui vont s'échanger leurs expériences personnelles. Alors, il s'agit premièrement d'une expérience qui nous vient du Cameroun, avec Jean Roch Ontoudem. Il est d'abord producteur, parce qu'il a fondé 2 voies de production. Alors la première, c'est en France, qu'il a intitulé ou qu'il a nommé Patou Film International. Et puis, de retour au Cameroun, il a fondé aussi Cameroun Film. Cameroun Studio. C'était en 1992. Ah, d'accord. Et puis, parallèlement, il a réalisé un certain nombre de courts-métrages et de longs-métrages, principalement documentaires. Alors, pour les courts-métrages, il y a Le Père Inconnu, il y a Méric, il y a Le Général. Et puis, le documentaire le plus, paraît-il, le plus célèbre et qui a eu assez, si vous voulez, d'écho, c'est un documentaire sur une figure africaine, voilà, exactement. Et donc, nous allons donner la parole à M. Jean Roch Ontoudem pour qu'il puisse nous parler de son expérience. Et puis, il y a l'expérience marocaine, en l'occurrence celle de Meriem Ayt Hussein. Alors, Meriem Ayt Hussein, si je peux me permettre de dire que c'est une jeune cinéaste. Alors, d'abord, il a eu un doctorat à Paris 3, la Sorbonne Nouvelle, et sa thèse, elle porte aussi sur la production cinématographique au Maroc. Elle est en même temps cinéaste, réalisatrice, parce qu'il a réalisé un certain nombre de courts-métrages,
Et puis, un long métrage, dernièrement, le titre c'est Baba Mars. Ok. Donc, et puis, en troisième lieu, nous avons des Shwika. Les Shwika, c'est une figure de proue ici au Maroc parce qu'il était un membre de la Fédération nationale des ciné-clubs. Donc, il était chargé de relations étrangères. Il a dirigé un magazine qui porte sur l'image, à savoir Vision, sur la culture en général, mais il y a des parties où... exactement. Et puis, c'est un réalisateur, parce qu'il a réalisé presque 5 ou 6 films. Alors, Ian Obro, qui a fait Kaliem, le jeu de l'amour, il y a Résistance. Donc, je vais donner la parole d'abord à Mariam El Hussein. السلام عليكم. أنا بعد سعيدة بوجودي في خريطكا depuis donc منذ زمن وأنا كنسمع على هذا المهرجان وعلى تبارك الله التأثير ديالو في الميدان السينمائي سواء في المغرب أو في إفريقيا وكنا كنعرفوا أهمية ومدى ارتباط المغاربة بعمقهم الإفريقي وأنا كبرت في هذا الارتباط فاليوم تواجد هنايا يعني لي الكثير. أنا في كل جزء من المداخلة ديالي غادي نحتاج نتكلم باللغة العربية وباللغة الفرنسية من بعد لأنه محتاجة باش نتواصل مع زملائنا اللي جاونا من البلدان العربية وكذلك مع إخواننا الأفارقة اللي ربما من جنوب أفريقيا ما كيفهموش اللغة العربية. Je suis particulièrement heureuse de ma présence ici à Kholika depuis que j'étais très jeune et que j'entends parler de ce festival. D'abord parce que tout le monde sait à quel point les Marocains sont attachés à leur culture et leur appartenance identitaire africaine. Et je fais partie, donc j'ai grandi avec cet amour et en quelque sorte, j'ai toujours idéalisé cette appartenance et le fait que je sois présente aujourd'hui à ce festival africain qui donne l'importance au cinéma africain compte beaucoup pour moi. Ça veut dire, ça me touche particulièrement. Quand j'ai été contactée par la direction du festival, je croyais que j'allais parler des défis que je vois par rapport à la production cinématographique. Mais ça s'applique particulièrement aussi sur moi, parce que quand j'ai commencé, j'ai bénéficié du fonds et j'ai fait autoprod. Donc du coup, j'ai vécu les différents modèles desquels je voulais parler. Donc du coup, à chaque fois que je vais parler d'un modèle économique ou de financement, ça pourrait aussi s'appliquer sur moi et je parlerai aussi de mon expérience avec ce modèle-là. Et aussi, comment je vois que ça devrait être potentiellement apprécié. À chaque fois que je parlerai en arabe, j'aurai besoin de parler aussi en français. Et ce serait presque la même chose. Parce que nous avons nos frères arabes qui sont venus ici. Et donc j'ai besoin de communiquer avec eux en arabe parce qu'ils comprennent peut-être pas comme les nuances de quelques termes en français. Et je répéterai la même chose en français parce que nos frères en Afrique peut-être ne comprendront pas quelques nuances ou quelques termes en arabe. هذه المداخلة دي بغيت نتكلم على ربما جوج أساسيين في الإنتاج أو ما أراه تحديا في الإنتاج السينمائي بالمغرب خاصة وأظن كذلك نعيشه بإفريقيا عامة. غنبدأ بالتحدي الأساسي في المغرب اللي هو الفينانسمون التمويل عن طريق التمويل ديال الدولة، التمويل
الإدارة العملية. وهذا التمويل في المغرب جاي من المركز السينمائي dans le cadre du fond دعم الإنتاج. وبالتالي فهو à mon sens doit venir forcément répondre à un besoin culturel خاصو يجي أساسا إجابة على حاجة ثقافية. وهذه الحاجة الثقافية اللي كنحتاجوها كمجتمع. يعني احنا كفئات مختلفة من المجتمع المغربي، في ناس صغير كبير متوسط، كنتكلم على الجانب على المشاكل اللي كنواجهوها نفسيا أو اجتماعيا على حسب تطورنا في السن، أو يقدر يكون على حسب انتمائنا أو جنسنا أو المرأة ربما كتعاني من مشاكل مختلفة عن الرجل. فإلى السؤال اللي نبغي باش نمشي بخلاصة، السؤال اللي كيطرح هو إلى أي حد حنايا عندنا دراسات تقدر تكون أكاديمية أو غير أكاديمية. أنا شخصيا أميل للدراسات الأكاديمية لما تحتمل لنا من مراعاة واحد التقييم معين وواحد المنهجية معينة تقدر تكون صارمة، أو البيرز أو الزملاء كيجبرونا باش تكون صارمة وكتعطينا واحد الجودة معينة في نتائج البحث. وبالتالي كتكون عندنا دراسة للمجتمع وتحديات المجتمع والحاجيات المجتمع، وعلى أساس هذه الدراسة ممكن نقرروا ما هي المنتوجات السينمائية أو السمعية بصرية أو حتى في مستوى الكتاب اللي غتجاوبنا على هذوك الحاجات ديال المجتمع. نعطي مثال بسيط قبل ما نتكلم باللغة الفرنسية. باش أنا كان وعندي واحد الوليد وعشت معاه تطور من هذا وليدي الاول، فما عنديش الخبره الكافيه باش نفهم في كل مرحله. ملي كيكون كيتعصب عنده 3 سنين كيتعصب حيت بغاني يشري لي شوكولات، انا ما عارفاش كيفاش نتعامل معاه. وبالتالي كنلجأ للكتب او كنلجأ للقصص اللي كنعطيها لوليدي ولا اللي كنقراها لوليدي ولا دي ديسان انيمي اللي كنقراهم اللي كنوريهم لوليدي اللي كيسمحوا ليه باش يفهم كيفاش لا ميتريز دو كولير، كيفاش يواجه هو التحديات اللي كيعيشها النفسيه. كنتكلم على جسمي كيف ما كنتكلم على الساشان، كيف ما كنتكلم على شخصي. انايا في مجموعه الاشياء اللي كنواجه كنحتاج نشوف او يتحل لي عقلي الاسئله وكيفاش نطرح الاسئله. وهذه هي جماليه السينما، انها كتعطينا كيفاش نقدروا نشوفوا اشياء بطريقه اخرى، وكنحتاجوا الافلام اللي كتعطينا هادشي. وبالتالي باش نرجع الدعم ديال الدوله باش يعطينا منتوجات سينمائيه وسمعيه بصريه اللي كتجاوب على حاجات المجتمع مهم، وخاصو يبقى بناء على معايير معينه اللي كتسمح لنا نجاوبوا على هاد الحاجات اللي كتعطيها لنا واحد الدراسه اكاديميه. الى اي حد حنا عندنا هادشي كامل، حنا عندنا الدعم، ولكن واش عندنا الدعم باشكال مختلفه اللي كتعطينا منتوجات مختلفه اللي كتجاوب لينا واش عندنا الدراسه الاكاديميه، واش عندنا هادو كلهم اسئله كنطرحوهم. دونك وفي نفس الوقت على المستوى الافريقي او كان عندنا دعم ربما ماشي من داخل افريقيا من برا، ولكن كذلك فكيجاوب لنا توجه معين. فحنايا كمجتمع في المغرب الدعم كيجاوب لنا حاجات المجتمع، ولكن ملي كتكون عندنا جهه معينه اللي كتعطي الدعم فلا بد ما يكون كيجاوب الايديولوجيا اللي كتخدم على قبلها. فهذا كذلك التساؤل الى اي حد نحن قابلين باش او ما هي نقط الالتقاء بين ما نؤمن به وبين ايديولوجيا الممول اللي كيسمح لنا باش نلتقيو باش نديرو افلام. Donc en fait, je parlais depuis tout à l'heure essentiellement du fonds d'aide marocain. Et je me posais plusieurs questions. La principale question est, vu que ce fonds est un fonds étatique, il est censé répondre à un besoin de la société marocaine, par exemple. Donc ce besoin de société marocaine est un besoin, quand on dit besoin de société, ça veut dire que c'est quelque chose qui doit être étudié. Et l'étude devrait, à mon sens, pas forcément, venir de l'étude académique. Vu
d'abord de la méthodologie de travail et surtout de l'évaluation de ce travail qui vient de nos confrères et de nos collègues, ce qui nous permettrait d'avoir aussi gratuitement, grâce au ministère de l'Enseignement qui l'a financé, d'avoir des études de qualité qui nous permettront une réelle compréhension de la société marocaine et de nos besoins des différentes parties de la société, parce qu'aucune société n'est complètement homogène. On est forcément hétérogène, mais une société hétérogène, donc du coup, comprendre les besoins de chaque partie de cette société. Je redonne un exemple de ma vie personnelle. Je suis maman, c'est mon premier enfant. Donc du coup, je n'ai pas forcément la maîtrise et la compréhension nécessaire de comment je devrais agir en tant que maman. Et je me retourne forcément vers des livres, mais des fois, pour faire comprendre à mon fils, quand il avait 3 ans, pour ne pas se manifester et faire des crises de nerfs pour que je lui achète un chocolat, je me retournais vers des dessins animés, je me retournais vers des petites histoires qui lui faisaient comprendre, grâce à une histoire bien ficelée, un développement dramatique, écrit spécifiquement par rapport à son âge, à son niveau de compréhension, son niveau de développement, qui lui permettrait de comprendre la maîtrise de colère, la maîtrise de la peur, la maîtrise, comprendre ses émotions et les maîtriser et se développer pour devenir un citoyen à part entière. Justement, un citoyen à part entière ne serait pas uniquement mon fils. Je prends qu'une toute petite partie. Un citoyen, c'est notre produit à tous, d'où le besoin que nous agissons tous pour former ce citoyen. Donc, du coup, pour revenir, je dis tout ça pour revenir au fait que le fonds d'aide étatique, le fonds étatique de l'État, doit continuer d'exister. Nous en avons besoin et c'est un devoir que l'État investisse pour garder la création, cette création qui répond à ces besoins de la société. Donc, en fait, le fonds ou l'argent, quand on l'investit dans le cinéma, c'est pas uniquement pour favoriser les cinémas d'auteur, qui est aussi, peut-être au niveau plus développé, un âge plus développé, nécessaire, comme par exemple, moi j'ai besoin de comprendre des défis. Je vais pas donner de nom, mais aussi je peux donner des noms de films. Pégase, qui parle de la femme une femme qui a vécu l'inceste et qui me permettrait de comprendre ma copine, de comprendre d'autres personnes qui ont vécu ce drame. Et donc du coup, avoir un cinéma d'auteur qui nous permettrait l'ouverture vers des films différents, des expériences différentes est aussi nécessaire. Mais là, je parle essentiellement du besoin culturel et à quel point le cinéma doit répondre à son besoin culturel, et nous avons besoin d'un fonds étatique pour ceci. Dans sa diversité, un fonds diversifié pour différents niches, permettant d'offrir des produits audiovisuels cinématographiques diversifiés, adaptés à la niche sur laquelle nous avons effectué l'étude. Et donc, du coup, dans le même sens, il y a aussi le fonds, en dehors du Maroc, il y a aussi des fonds, peut-être pas uniquement africains, qui sont venus de différentes parts, de différents endroits, et qui offraient des fonds pour des films africains. Mais la question que je me posais, c'est à quel point nos convictions personnelles quel est le point d'intersection on pouvait répondre, ou quel est le point d'intersection entre nos convictions et l'idéologie derrière le fond, et à quel point on peut répondre, faire des films à ce point d'intersection, où on répond aux besoins de financement, on répond à l'idéologie derrière le fonds d'investissement, le fonds de financement, et aussi ça répond bien sûr parce qu'en tant que cinéaste, on a besoin de garder, de travailler pour nos convictions personnelles. Donc le deuxième point, donc on a parlé du financement étatique, et là, à mon sens, qui sont l'évolution, le développement financier ou des modèles financiers internationaux oblige ou nous amène vers de nouvelles formes de financement, pas uniquement dans le domaine cinématographique, allant d'un point de vue général, donc à
avant, au lieu d'investir quand on voulait faire une société, par exemple, on mettait de l'argent, on y mettait de nos fonds propres. Qui n'est pas mal non plus, surtout dans le cinéma, de mettre nos fonds propres dans des films. Beaucoup d'entre nous font ça, déjà. Mais en fait, ce développement financier international, des modèles financiers, maintenant, nous permettent d'avoir d'autres manières de financement, comme pour d'un modèle. Je vais commencer du modèle classique vers l'évolution. À un certain moment, nous avions aussi les sociétés d'actions, où on pouvait émettre des actions et les vendre. Donc on peut voir ça dans un sens dans le cinéma sous forme de parts. Et ça se faisait. Par exemple en France, c'est ce qui s'appelait les SOFICA. Donc avoir des sociétés de financement dans le cinéma et de l'audiovisuel. Et ces sociétés, selon le modèle français, doivent forcément être portées par un producteur qui est porteur du projet. Et il y a aussi, après l'obtention après le CNC, que le CNC donne l'agrément de Sofica, on pouvait. Donc il y a. Ça c'est. Donc il y a le modèle. Donc il y a le modèle d'action qui maintenant se développe. Maintenant, au lieu de faire des actions, avec la création de e-money, de token, d'argent virtuel, il y a des smart contracts, on est arrivé à des financements par Internet, des financements virtuels où il y a de l'argent, il y a un mouvement financier. Et on crée des parts ou un certain nombre de parts. C'est un peu comme ça, c'est pas forcément, ça n'a pas les mêmes noms, mais je suis juste en train de vous donner une image pour qu'on puisse comprendre le développement. Donc maintenant, on crée par exemple 1 milliard de tokens d'argent virtuel. Et cet argent, après il y a un autre côté qui va avec, c'est la possibilité de vendre, et cet argent, elle prend de la valeur. On va dire que c'était pareil. Quand c'était des actions, là, les actions prenaient de la valeur, on pouvait les vendre et les acheter. Sauf qu'avec les tokens, on peut acheter autres tokens, donc il y a aussi d'autres échanges. Il y a aussi d'autres avantages financiers. Mais gardons juste le côté de financement du projet, qui est fait grâce à un certain nombre de tokens ou de e-money ou d'argent qui est créé, de monnaie créée, et que les gens achètent cette monnaie, ce qui nous permettrait d'avoir un certain montant dans une devise qui nous permet de travailler dans un état bien précis. Par exemple, au Maroc, le dirham, en France, l'euro, selon l'état, et qui nous permettrait, au Maroc, on n'a pas encore la législation pour les tokens. J'ai juste donné l'exemple. Et donc, du coup, ce qui permet d'avoir un fonds qui permet la création. Ce fonds, dans le domaine cinématographique, il y a aussi, ça s'est développé vers ce qu'on appelle NFT. Maintenant, tout ce qui est audio, tout ce qui est visuel, grâce à ces méthodes de traçabilité et ces smart contracts, nous permettent d'avoir une identité pour tout ce qui est image. Et ça s'appelle un NFT. Et ça se vend et ça nous permet d'avoir un financement pour une œuvre, que ce soit artistique, de peinture ou audiovisuelle ou cinématographique. Bien évidemment, il y a aussi autre chose, d'autres modèles de financement, mais qui est la vente vers les chaînes, vers les plateformes. Mais moi, je voudrais m'arrêter sur ça, sur les financements, ces financements-là. Excusez-moi, je suis un peu lente, mais par rapport à ces financements-là, je reviens toujours vers les questions posées et les défis que nous avons. Maintenant qu'il y a ces modèles de financement privés, au Maroc, on peut toujours les appliquer, bien qu'il y ait, je caricature le fait qu'il n'y ait pas de législation par rapport à ceci. Qu'est-ce qui m'empêcherait de vous appeler et de vous dire que j'ai un film et vous croyez en moi et vous me donnez par exemple 10 000 dirhams,
vous 20 000, 30 000, 50 000, et comme ça j'aurais rassemblé le montant avec tous mes amis, tous les gens que je connaisse, monsieur 1 million de dirhams, l'autre, et voilà, et on écrit dans des contrats. Là, ça c'est toujours possible, mais la question qui se pose, c'est peut-être qu'à un certain moment nous devons penser à institutionnaliser ceci, à lui donner un cadre institutionnel, un cadre législatif, un cadre administratif au sein de l'administration de tutelle qui nous permettrait et qui donnerait une garantie aux différents partenaires. D'abord pour la maîtrise de qualité du travail et aussi pour l'évaluation et aussi pour la stade ou le bon déroulement juridique et financier des transactions et de la procédure. Je vais d'abord parler en arabe parce que ça fait beaucoup que je le dis. فاش كان النقطة الثانية اللي محتاجة نتكلم عليها هو التمويل الحر. وفي هذا التمويل الحر كاين التمويل الذاتي اللي ربما بزاف منا كنقوموا به لأننا كنأمنوا بواحد الفكرة فبالتالي كنبيعوا كلشي ديالنا وكنمشيو كنديروا حين بغينا نشوفوها في المجتمع وكنقولوا أن هذيك الفكرة إلا تزادت في المجتمع فكنطمحوا أن يكون عندها واحد التأثير. دائما غنرجع لواحد السؤال ربما طرحته في اللغة الفرنسية، إلى أي حد عندما ما تكونش عندنا واحد ما كيشوفوناش الناس، ما عندناش لي كانو دو ديفوزيون، ما عندناش الوسائل الاتصال اللي يشوفونا بها الناس هاد الافلام ديالنا، فالى اي حد حتى واخا نبيعو ديورنا ونصاوبو لهم افلام واش بعدا غادي يكون عندهم هذاك التاثير اما شكون غيشوفو؟ لانه الى نجحنا اننا نديرو هذوك الوسائل ديال الاتصال فغادي نقدروا حتى نشجعوا التمويلات الذاتيه، لانه غادي واحد من اللي كيدير ان فيلم يقول لك يشوفوني الناس غادي يخلصوا هذا 10 درهم 20 درهم فغادي نرجع داك التمويل ربما نعاود نسترجع داري. فهمتي سكو جو دير؟ في التمويلات الحره غنمشي معكم من شنو كان زمان كيتدار شنو حاليا ولا تنديروا بعض الفينانسي في استثمارات معينه. كناخذوا السينما كمجال اقتصادي اللي نستثمروا فيه كمجموعه المجالات الاخرى، وبالتالي كنتكلموا على التمويل عامه كيفاش تطور ومن بعد نسقطوها على التمويل في الميدان السينمائي. في واحد الوقيته كان فاش كنبغيو نديرو شركه ممكن نحطو فلوس اللي هو التمويل الذاتي مثلا، وكاين كذلك التمويل بالاسهم، يعني كننشا واحد العدد الاسهم وكنبيعهم. هادشي كنبيع له 10 اسهم، الاخر كنبيع له 100 وسته كنبيع لها 20، وبالتالي كنمول هذاك المشروع اللي انا باغا ندير. هذا التمويل هذا في الميدان السينمائي كان في بعض الدول مثلا لي سوفيكا فرنسا شركات التمويل السينما والاوديو فيزوال، واللي كان تيشرف واللي بدا يكون كيشرف عليها المنتج السينمائي اللي تيكون كيفهم وآمن بالفكره، وهو اللي كيفهم كيفاش التطبيق ديال الانتاج ديالها. من بعد تطور هذه طريقه التمويل تطورت من اسهم مع الانشاء ديال العملة عبر الإنترنت. عندما تطورنا إلى أننا نخلق عملات في الإنترنت فتزامنت ما كان هذا الإنشاء ممكن إلا أننا نشأنا ما يسمى بسمارت كونتراكت، العقود الذكية، أو وكذلك وسائل اللي كتسمح لنا أننا نتحققوا من كل جزء ومن كل نقطة من الإنتاج سواء على مستوى الإداري على مستوى القانوني. يعني اسمها العقود الذكية هي وسيلة قانونية باش نشوفوا هذاك التطبيق، باش نشوفوا هذاك النقطة في الإنتاج واش تمت أم لا. وبالتالي عندما نشوفوا هذه العملات الذكية فهما شكل، أنا غير كنصور ربما ماشي بالضبط نفس الشكل نفس الأمر، ولكن غير كنصور باش نفهموا التطور. هو النوع بحال زمان كنا كنتكلموا على الأسهم، فاش كنا كنتكلموا على الأسهم كنا كنشفوا واحد العدد الأسهم وكنبيعوهم، ودوك الأسهم كيمكن لهم يتساجروا فيهم
العملات الذكيه حاليا كاين الناس ولاو كيستعملوها اساسا في الميدان السينمائي او في الميدان الفني. يعني هذا الشيء متداول ماشي غير حنايا في المغرب او كذلك في بالتعاون مع اخواننا في افريقيا. ممكن احنا قادرين ان شاء الله باش نوصلوا كاداره ومجتمع واكاديميين اننا نوصلوا نكون عندنا هذا الاطار اللي نقدروا نخدموا فيه، خاصه انه بصراحه حتى حاجه بلا ما نوصلوا بلا ما نديروها الا ما كانش الترسانه كاينه بلا ما نديروها عن طريق الديتوكن ولا بايماني. شنو اللي كيمنعني انني نمشي عند الاستاذه نمشي عند الاستاذ نمشي عند الاستاذ الاخر عافاك حاجتي ب 11000 درهم 20000 درهم 8000 درهم ونجمع وندير دي كونطرا. عندك واحد العدد ديال لي باغ من الفيلم عندك واحد العدد. انما حنايا بغينا نخدموا في اطار واحد الاطار يكون واضح واللي كيسمح سواء ليا كيأمنني انا وكيأمن جميع الشركاء الماليين. ماشي بالضروره نستنى واحد تيدوزو في الماليه الترسانه القوميه ديال العمله الذكيه. يمكن لنا غير على في اطار التمويل التشاركي يكون عندنا قانون اللي كيسمح لنا باش كل شيء يحس براسو مرتاح ملي كيجي يستثمر، وكيكون عندنا واحد الاطار اللي مسؤول على باش لا ميتريز دو كاليتي باش يامن لي انه كاين واحد المينيموم ديال الجوده، واحد المستوى ادنى ديال الجوده ما غاديش نطيح اكثر منه، يعني منه نطلعوا واللي غادي يامن لينا انه يكون عند انه داكشي اللي كندير قانوني وراه كاين واحد الاطار اللي تابع ليه واللي غادي يمكن لنا يتعامل لنا مع يدير لنا التتبع ديال التتبع البنكي والمحاسباتي. وبالتالي فلا بد لنا واحد واللي غادي يسمح لنا حتى كذلك باش ما نطيحوش مجموعه المشاكل اللي تقدر تواجه كتبريد الاموال كاين مجموعه المشاكل الماديه اللي حنا كمخرجين وكمنتجين ما محتاجينش نواجهوا فاش كنكون تنشتغل داخل الاطار. فكيكون واحد الاطار اللي كيحميني ملي كيجيو الشركاء فكاين الناس اللي كيتحققوا اللي خدمتهم هي انهم يتحققوا من منين جايه الفلوس وكيفاش ماشي وانا كنركز على خدمتي اللي هي الاخراج. شفتي كيفاش وصلت؟ وبالتالي انا وعدت ان في كل مرحله وغادي نختم بهذا الامر انا وعدت ان في كل جزء من المداخله ديالي نتكلم على فونتيد. وي كنت ولكن ماشي انا كنت في الاخراج وكانت ذاك سيني في الانتاج. وكنت فاش خدينا الدعم على الامير الصغير حكمة الرمال واللي كان يتكلم عن روح كفاية والتي تسمح لنا عندما نذهب الى كفاية للقاء واحد الروح اللي شافها سانت-اكزوبيري فاش كان في كفاية. وبالتالي هذا كان عن طريق الدعم ديال دوكيومنتير حساني سيتي ان بو فيكسيون مي احنا نقط الالتقاء كنشوفوا نقط الالتقاء باش نقدروا نديروا الاشياء اللي حنا كنآمنوا بها. كذلك في الفينانسمون بريفي ديرنييرمون كان درت فيلم بابا ماركس كي بوزي هو فيلم اللي كان كيطرح مجموعة تساؤلات على كيفية ماشي بطريقة واضحة طبعا ولكن الأسئلة اللي كيطرحها إلى أي حد. احنا كنعيشوا في وسط إيديولوجيات شرقية وغربية وتضاربها، كيفاش كنعيشوا حياتنا البسيطة واللي ربما هذاك التضارب ديال الإيديولوجيات ما كيخليناش نتمتعوا بواحد الأشياء البسيطة اللي كنعيشوا في حياتنا واللي هذوك الإيديولوجيات كيطغاو عليها كيأثروا علينا سواء في الحرب فاش كيأدوا بنا الحروب في بعض الدول أو كيدمروا عائلات أو هو سيناريو من كتابة الأستاذ عثمان أشقر و que j'ai réalisé, j'ai
financement moi-même. جزء من التمويل كان جزء من عندي. وهما الناس يقولوا لي واش انت لاحقه واش انت حياتكم ماشي كتستثمري في السينما. هذا تمشي اختيار شخصي، ولكن الجزء ما كانش ممكن بعد ذاك الجزء اللي عندي ربما مثلا واحد 50% أو 60% كان جزء ديالي، ولكن ما كانش ممكن ندير الفيلم بعد ذاك الجزء. وبالتالي التجأت لبعض الأصدقاء اللي كيعرفوني اللي كيتشوفوا فيا، و ça m'a permis de dire voilà غادي جزء من la recette il a 15 recettes parce que tout le monde. ولكن كذلك vous aurez un remerciement au générique, vous aurez donc هذا سمح لي باش نكمل la partie et forcément parce que c'est هذا فيلم يعني سينمائي والناس اللي حنا كنرجعوا للأولى إلى أي حد ممكن نتواصلوا مع الجمهور وتكون عندنا أولا التواصل اللي كيهمنا كمخرجين والمردود اللي كتهمنا في الإنتاج كذلك كتسمح لي باش تبقى هذيك السيرورة ديال العطاء في الإنتاج. وبالتالي ملي ما تيكونش عندك قاعات سينمائية و لي بلاتفورم دو كوميرسياليزاسيون اي اوتر، فكيفاش غادي الكلمة نطمحوا أنه نشجعوا الناس يستمعوا. هي بالفعل كانت يعني سي إيمان الناس اللي يستمعوا، إيمان منهم بالفيلم وكذلك نفهم دونك دوكو إلى أي حد كذلك ممكن نشجعوا، خاصة ما تيكونش هذا الإطار الإداري، الإطار الترسانة القانونية، لا كوميرسياليزاسيون نوصلوا للجمهور ونبيعوا للجمهور. لكن مجموعة إعاقات اللي كيخلينا إلى أي حد نقدروا نشوفوا في هذا التمويل بريفي. Donc en fait, je promets à chaque fois de revenir vers une expérience personnelle dans ce que je dis. Donc la première partie qui est le fonds d'aide, j'avais bénéficié effectivement du fonds d'aide sur le film Le Petit Prince à Sagesse des Sables. C'était un film que j'ai réalisé et qui était produit par DAC Ciné et qui est un film qui parle de l'âme de Tafaya et comment chaque fois quand on va à Tafaya on retrouve cette âme de sérénité et comme cette âme nous fait grandir notre âme. Et donc comme s'il y avait un petit enfant qui communiquait avec notre cœur et qui nous faisait grandir à chaque fois qu'on va à Tafaya. Et cette même âme, c'est la même que Saint-Exupéry avait rencontré, qui l'avait inspiré pour écrire Le Petit Prince de Saint-Ex. Et donc, justement, ça revient vers le point que j'ai dit tout à l'heure, à quel point, quel est le point d'intersection entre nos propres convictions et le fonds qui donne l'argent et comment on peut utiliser cet argent pour répondre à l'idéologie et répondre à nos convictions personnelles. Et donc, dans l'autre côté, l'autofinancement, le dernier film que j'ai fait, c'était un financement autoproduit. Mais la réalité, je n'avais pas le 100% du financement. J'avais 50 ou un peu plus de 50% du financement. Et le reste, c'était de l'argent que j'ai pu avoir de quelques partenaires. Ces partenaires ont d'abord cru en moi, ici cru et dans l'idée du film Baba Marx. Baba Marx, qui parle, contrairement à ce que son nom dit, il parle avec beaucoup de recul, bien que le cœur, quel que soit à quel point le cœur reste socialiste ou le cerveau devient libéral, on est tous déchirés entre deux idéologies. Mais à quel point nous revenons vers notre identité personnelle, vers les petits plaisirs que nous avons, dans lesquels nous avons grandi, et dans différentes autres facettes de notre identité qui est très loin peut-être des deux idéologies Est-Ouest. Et malheureusement, nous sommes victimes de cette déchirure idéologique dans le monde, que ce soit parce que nous sommes victimes de guerre dans quelques pays ou parce que nous sommes victimes de cette manipulation émotionnelle, je veux dire. Mais quel que soit que nous soyons manipulés au sein, que ce soit peut-être même notre propre conviction, mais à quel point notre propre conviction peut nous manipuler nous-mêmes pour ne pas nous laisser vivre les petits plaisirs de la vie, peut-être avec notre chéri, avec notre fils, avec nous-mêmes. Donc à quel point nous sommes victimes de cette
déchirement entre ces deux idéologies. Oui, donc du coup, il y a eu des personnes qui ont cru dans l'idée du film. Et je veux aussi croire, peut-être, ça me fait peut-être du bien de dire que peut-être parce qu'ils voulaient avoir une présence dans le générique ou avoir des parts dans le film. Mais la réalité me fait comprendre que, quelle part, parce que vu, quels que soient les contrats ou l'écriture juridique que nous avons fait, est-ce que nos films ont réellement une vie commerciale? À quel point nous arrivons à avoir des canaux de diffusion, des salles de cinéma ou tout autre modèle de commercialisation qui nous permet d'abord en tant que réalisateur d'arriver à nos spectacles, que les gens nous voient, et aussi en tant que financier ou en tant que producteur, d'arriver à assurer un retour sur investissement, ce qui nous permettrait d'assurer de refaire d'autres films, d'assurer la stabilité de cette création artistique. Enfin, la stabilité, le fait que ça se renouvelle, le renouvellement de ce don de soi, je veux dire, dans n'importe quel produit audiovisuel ou cinématographique. Merci. Juste une précision, parce que aujourd'hui on parle de avance sur recette. C'est pas fondé. Avance sur recette. Et donc, l'État est pleinement conscient si vous voulez, du processus de la production. Parce qu'on vise aussi les salles, la distribution et l'exploitation. Donc, il y a un point qui me paraît important dans l'intervention de Myriam, c'est que le secteur privé, j'allais dire, il est avare. Il n'a pas confiance dans le cinéma. La question, et ça se pose, pourquoi? Pourquoi est-ce que le secteur privé a peur d'investir dans le cinéma? Au Maroc, par exemple. Donc, juste, alors, sans tarder, je donne la parole à monsieur Jean. Jean, oui. Pas de problème. À vous la parole. Bonjour. C'est fermé, je croyais que c'était déjà le soir. Mais bonjour et merci de m'avoir donné la parole à Khourouga. On m'a appris hier à prononcer le nom, c'est Khourouga. Voilà. Et je suis heureux d'être parmi vous et de vous partager mon expérience qui est justement une expérience privée. Parce que pour tout dire, depuis que j'ai commencé le cinéma, j'avais été aussi à des guichets où on donne des fonds. Personne ne m'avait jamais donné de fonds, donc du coup je me suis fait sans fonds. Voilà. Donc c'est peut-être ce côté-là qui va être intéressant à explorer pour ce qui me concerne, parce que j'ai créé Patoufilm en France en 92. Mais avant ça, je faisais du film au Cameroun en 86 et 7, je faisais du Super 8 déjà. J'avais même été en 87, j'avais été invité au festival de Clédia en Tunisie. Je ne savais pas où c'était, donc je n'avais pas pu y aller parce qu'il n'y avait pas de passeport. Et donc, même ces films-là, il n'y avait pas de pellicule Super 8 au Cameroun, donc j'allais à Lagos. On les acheter et revenir. La mobile faisait 3 minutes et j'avais réussi à l'époque à faire 2 longs métrages. Donc déjà avec l'argent de mon père, j'avais pas encore d'argent. Et je pense que ça va être intéressant parce que ça va donner un peu la suite de mon histoire, puisque j'avais fait ça sans demander l'argent à l'État ou à une institution. Et donc quand j'arrive en France en 90, je crée Patoufilm en 92. Et pour faire le premier court-métrage, donc Père inconnu, en
93, voilà. J'ai passé toute une année à faire des dossiers, à déposer des aides de financement et je voyais que ça me ralentissait. Et donc, finalement, j'ai laissé tomber les aides parce que de toute façon, on ne donnait pas d'aide. Et ben, j'ai travaillé, j'ai autofinancé, comme on dit. Et puis, j'ai réussi à faire celui-là. Le deuxième, je me suis dit, le premier allait être une caution pour faire le deuxième via ces fonds. Que tout le monde connaît, puisqu'on est un peu dans les girons français avec l'OIF, les fonds sud à l'époque, le CNC, donc c'est tout ce qui finançait, à part le CCM, le cinéma africain. Et donc c'était pareil, donc j'avais rien obtenu, et je l'ai fait en 95, toujours sur les fonds propres. Et une fois le film produit, réalisé par moi, donc je l'écris. Après, il faut un producteur. Donc, je suis producteur puisque je suis propriétaire de ma société. Et à la fin, il y a une troisième personne qui est le distributeur. Si cette personne n'existe pas, le film ne peut pas fonctionner. Donc, comme je ne voulais pas me laisser abattre, donc je suis aussi allé me mettre à ce poste-là. Donc, je suis distributeur. Parce qu'il fallait que parce qu'à chaque étape, si vous voulez faire un film, on vous dit vous avez mal écrit le scénario, donc il vous faut un scénariste. Donc après, il vous faut un producteur. Donc je l'étais. Après maintenant, la troisième personne, on vous dit il faut un distributeur. Ah, je me suis dit mais non, je vais aller me mettre à la place du distributeur. Comme ça, je pourrais comprendre comment faire circuler mes œuvres. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai développé des longs-métrages documentaires et puis j'ai pas eu de financement. Et du coup, je me suis rappelé que je faisais mes films sur Terre tout seul. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. Donc, des films que j'avais fait à l'époque où on vendait à Canal+, ça me permettait de refaire d'autres films. Voilà. C'était comme ça, c'est comme ça au fur et à mesure que ça a commencé. Et j'ai compris en regardant les plans de financement d'autres films qui marchaient dans les festivals de court-métrage, qui n'avaient que des préachats de la 7 Cinéma à l'époque en France, après de Arte, et donc j'ai compris que très vite, que moi j'allais être préfinancé pour faire des films. Donc moi je ne fais pas de films sans préfinancement. Parce que une fois que vous avez tourné un film, vous demandez, vous proposez à une chaîne de télévision d'acheter, elle achète au prix coûtant, au prix qu'elle veut acheter. Mais quand elle préfinance, elle met beaucoup plus de moyens. Donc voilà comment Patoufilm et moi-même, je fonctionne depuis très très longtemps. Voilà. Je ne sais pas si, peut-être dans l'interaction de la salle, qui pourrait faire un développement de ce que je fais. Mais Patoufilm a 30 ans, Cameroun Studio au Cameroun, je ne sais même plus quand je l'avais créé. Et comme le matériel s'est allégé, parce qu'à l'époque, pour tourner en Afrique, à part quelques pays comme peut-être ici au Maroc, il fallait amener le matériel de l'extérieur et tous les techniciens étrangers. Aujourd'hui, le matériel est à notre portée. On peut faire de belles choses avec des petits moyens dont les budgets ne sont plus colossaux comme à l'époque. Et je vois de plus en plus les gens financer leurs films. Je prends même le cas du Cameroun où beaucoup de séries sont tournées. Au Cameroun, ils tournent des 150 épisodes par série. Et ils les mettent sur Internet, ils mettent sur la VOD et ils arrivent à récolter de l'argent parce que la diaspora dans le monde entier, qui n'a plus mis les pieds au Cameroun depuis très longtemps, est avare de ces programmes, donc achète ou regarde. Donc pour rester connecté au pays, c'est aussi un autre mode de financement aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger. Il y a la VOD, moi je vends le film qui a été primé ici à Corrigan en 2011, c'est le MECDR, d'ailleurs qui avait bénéficié du soutien technique du CCM pour le gonflage, pour le télescopage. Dans le MECDR, il se vend toujours
même en Chine. Voilà, quand je vois sur Vimeo comment ça se vend, les gens vont chercher, ils cliquent et ils achètent. Et ça contourne un petit peu le fait qu'on doit sortir un film au Maroc, à Casal, voilà, ou ici à Kouiga, donc en 5 jours, il faut qu'il soit rentable. Le public n'est pas là présent en 5 jours, donc il peut le revoir après sur ces plateformes. Je ne sais pas s'il y a une plateforme ici à maghrébin, arabe, je ne sais pas. Il y en a en Tunisie. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus intéressant parce que même certaines plateformes maintenant sont rachetées. Parce que si quelqu'un crée une plateforme ici, à un moment donné, les gros là, ils vont venir acheter puisqu'ils ont besoin des films de chaque pays pour vendre leur. Je parle de Netflix, je parle de Amazon Prime, qui sont vraiment en train de vouloir arriver sur le continent. Et quant au financement du fonds public, je pense que c'est très intéressant pour développer un cinéma d'auteur, comme disait Myriam, et puis même pour soutenir la cinématographie locale. Mais une autre chose est que quand vous sollicitez le financement public, déjà il y a les dates des commissions. Quand vous loupez une commission, il faut attendre la prochaine. Dans certains pays, c'est un an. Donc, c'est-à-dire que le cinéaste ou le producteur, il est vraiment ralenti dans ce qu'il fait, dans la dynamique, elle s'essouffle. Donc, alors que moi, je vais voir directement les chaînes concernées, que ce soit, peut-être que j'ai la possibilité. C'est pas que j'ai la possibilité, puisque j'ai compris comment ça fonctionne. Voilà, parce que je prévends à Arte, je prévends à LCP. Ils font en ce moment certains documentaires qu'ils appellent des Badocs. J'en ai vendu 2 là-bas, qui font des débats après avec. Donc voilà, c'est tous ces gens-là que je vais chercher parce que la finalité, c'est eux. Ce sont eux qui diffusent nos films. Et pour les sorties salles, je suis distributeur en France aussi. Donc j'ai la carte de distributeur. Je n'ai jamais sorti un film, mais je me pose la question quel est le sujet qui va faire que soit ça n'intéresse pas les Marocains, mais que ça intéresse les Français. Parce que d'abord, il faut dire que le film a eu un succès au Maroc. Ce film-là, il a eu des millions d'entrées au Maroc, donc ça peut me permettre ça justifie que je peux l'imposer à un distributeur en France qui se dise, écoute, dans l'art et essai, on va tenter 6 salles puisque on va viser la communauté marocaine. Donc il y a tout un travail comme ça. Un film qui n'est pas accompagné, c'est un film qui ne va pas aller nulle part. Donc ça ne veut pas dire que nous on fait des mauvais films, c'est juste que dans la chaîne de fabrication de nos films, à un moment donné, on loupe certains maillons qui font que les films ne vont nulle part. Voilà. Merci. Merci Jean-Roch Pontouvel. Juste une précision, c'est que le CCM, l'État, à travers le CCM, en fait finance tous les genres de films. Il y a des films comiques, il y a aussi des films qu'on peut classer dans la section commerciale, entre guillemets, comme par exemple Focus, on a assez, à côté des films qu'on peut qualifier, si vous voulez, de cinéma d'auteur. Donc, sans tarder, j'ai donné la parole à M. Chouka. Bonjour. Ça fait quand même 3 ans qu'on n'a plus revu cette belle salle avec un parterre de participants aussi diversifiés et aussi riches. C'est un bonheur pour moi personnellement. D'une manière générale, l'exposé de Myriam a été assez exhaustif, assez général, presque académique, théorique, et avec un aperçu sur son expérience personnelle,
expérience très spéciale et très particulière. Puis ça a été complété par l'exposé de notre ami sur aussi un itinéraire très particulier en Afrique. C'est pas vraiment une expérience générale. Moi, pour ne pas se répéter et pour laisser plus de temps à l'échange avec nos amis présents dans la salle, c'est plus important. Je vais essayer de donner un petit aperçu sur mon expérience particulière et généraliser un peu sur la thématique entre le passé et l'avenir et la tendance qui se profile maintenant dans le financement, que ce soit en Europe ou là chez nous, dans le tiers-monde en général et en Afrique et au Maroc en particulier. Moi, mon expérience c'est aussi une expérience particulière qui a commencé dans les milieux cinéphiles des années 70, 80, 90 au Maroc, qui était très riche sur le plan cinéphilique, très pauvre sur le plan production cinématographique, qui a commencé à se développer qu'à partir des années 80, à peu près, tout le monde sait ça. Puis sur le plan pratique, une expérience de production a commencé dans les années 90 avec la télévision. J'ai commencé par produire des émissions de télévision, parce que c'était le seul moyen de pouvoir produire, et des téléfilms, puis je suis passé au fur et à mesure au cinéma avec le développement un peu du fondé qui s'est transformé après en avance sur recette, même si c'était très fictif. Ce n'est pas vraiment réaliste, ça n'a jamais été une avance sur recette, parce que jusqu'à présent, d'une manière générale, aucune boîte de production n'a pu, disons, rembourser que très peu de... Oui. Pas en partie. Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais disons qu'on a remboursé de manière générale une infime partie que l'État a remboursé en tant qu'avance sur recette. Donc, réellement, il n'y a pas d'avance sur recette, ça reste très théorique, très fictif, mais peu importe. L'essentiel, on est passé quand même par une évolution du système de production au Maroc et qui s'est développé, qui a constitué un parterre. Parce que le problème pour moi essentiel dans la production cinématographique, c'est d'abord le marché. Il y a un côté financement et un côté public. Un produit cinématographique qui ne peut pas être diffusé n'a aucune chance d'exister. Aucune. Donc nous avons un peu essayé de combiner au Maroc entre le financement et la diffusion, parce que c'est essentiel. Nos maîtres premiers, comme Tahar Chirac, Gaston Caboret, Paulin Soumaïla, ils avaient toujours crié haut et fort que l'essentiel dans la production cinématographique en Afrique, c'est la diffusion. Ceux qui ne peuvent pas maîtriser la diffusion des produits n'auront jamais un véritable cinéma national. Ça, tout le monde le sait, ça a été relié par Fernand Dinsey depuis les années 80, mais ça n'a pas été entendu, malheureusement, d'une manière générale, ça a été très théorique, et nous avons toujours été tributaires de la diffusion des images produites ailleurs, comme disait Gaston Caboret. On a toujours consommé des images diffusées et produites ailleurs. Donc voilà, en bref, c'est cela la situation. Alors maintenant, nous avons survécu, tant bien que mal, dans le domaine de la production cinématographique. Au début, la télévision nous a beaucoup aidés. En fait, ce que j'ai fait moi personnellement, le seul point fort, c'est que ça a fait, ont toujours été des produits de la télévision nationale et donc diffusés avec un large public, et il y avait un échange certain, il y avait un débat, et quand même,
on avait une forme de rétribution, et en tant que producteur exécutif, on est plus ou moins content que notre travail a abouti à quelque chose, concrètement. Dans le cinéma, c'est pas la même chose. Dans le cinéma, tu es tributaire d'un distributeur, d'un marché, et c'est le marché finalement qui est le plus fort dans l'opération. Ce sont les exploitants, les distributeurs qui maîtrisent le produit cinématographique. Et comme le public suivait très peu la production cinématographique, il était toujours minoritaire. Et donc, ce sont les produits étrangers qui priment dans les salles, qui ont le plus de chances de rencontrer leur public, etc. Donc, nous sommes passés par plusieurs étapes. Tout le monde le sait. Je ne veux pas le répéter, je ne veux pas ça va être long dans cet exposé. C'est-à-dire, nous sommes passés par une première étape qui consiste à se baser sur la contribution des fonds publics. Nous avons produit des films sur la base des fonds publics qui ont commencé à être institutionnalisés à partir de 1980, avec un fonds d'aide à fonds perdu qui s'est transformé quelques 20 ans après en avance sur Bruxelles. Ça a donné ce que ça a donné. Le problème n'est pas. Le problème, c'est si j'ai un film dans lequel je vais rechercher un financement complémentaire au fonds d'aide ou à l'avance sur recettes, j'ai très peu de chances d'aboutir à quelque chose de consistant. Parce qu'en termes de contribution de toutes les parties prenantes possibles, en termes de partenariat public et privé, je récolte finalement très peu de fonds. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour pour ces partenaires. Il n'y a pas de public potentiel encourageant qui va pousser un partenaire à faire confiance, comme a dit Bril, dans mon produit. Parce que ce n'est pas moi finalement qui est important en tant que réalisateur. C'est la diffusion et les gens qui vont suivre ce produit sur le marché. Plus il y a de potentialité d'intervention de tous les modes de diffusion, plus le partenaire va me suivre. Et cela, c'est de plus en plus rare. Donc, ce qui a abouti finalement, pour être bref, maintenant, on aboutit vers une déperdition de l'intervention des fonds publics, des fonds de financement public. Maintenant, on aboutit vers une tendance qui privilégie les nouveaux procédés de production, les interventions de ce qu'on peut appeler, ce sont les nouvelles plateformes de diffusion, parce qu'ils ont la primauté sur la détention de l'intervention publique en termes de spectateurs, je veux dire. Par exemple, Netflix, actuellement, peut réunir en très peu de temps un potentiel de production beaucoup plus important que tous les fonds conventionnels réunis, qui venaient d'Europe, qui différents fonds, tout le monde le connaît. Maintenant, ils sont dépassés, tout à fait dépassés. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, on aboutit vers une nouvelle forme de production basée sur les fonds privés et sur l'autofinancement. L'autofinancement est beaucoup plus important que tous les fonds publics réunis. Je vous donne un exemple. Dernièrement, tout le monde le sait, le film qui est sorti récemment dans les salles de cinéma au Maroc, enfin le peu de salles qui restent, c'est un film autoproduit. C'est un film totalement autoproduit
avec un autofinancement à 100%, sans aucune intervention d'aucun fonds, qu'il soit public ou semi-public, ou partenaire privé. Rien, zéro. Et c'est lui maintenant qui a un public potentiel énorme qui le suit. Et peut-être que cette forme de production peut générer la confiance dans le privé dont a parlé Myriam. Et c'est cela l'espoir du développement du cinéma national, je pense. Il faut donc rester très vigilant sur le développement de cette nouvelle forme qui un peu prépare au dépassement de l'intervention des fonds publics dans la production du cinéma. Voilà, je pense qu'il faut axer le débat sur cette nouvelle forme, cette nouvelle tendance qui, durant les prochaines années, qui va primer, je pense, qui va devenir l'essentiel des efforts de production et de diffusion du cinéma en Afrique, surtout. Voilà, merci. شكرا سي إدريس. إذا مباشرة سنعطي الكلمة للإخوة والأخوات في القاعة. La parole est. Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Micro-baladeur. Donc. Professeur Kassé. Merci. Merci. Est-ce que vous m'excusez? Alors, on va procéder par liste, comme ça. D'accord? التساؤلات الأخيرة كلها كانت في العربية. أنا بغيت غير نصلح واحد الخطأ اللي حاصل فيما يخص التعبير اللي جبت على لوطوفينونسمون. أنا ما كندافعش على لوطوفينونسمون، أنا يلاه درت سي ان كونستا دو فيت، درت غير قلت هذا هو التوجه اللي كاين الحالي كيدفع نحو الاعتماد على التمويل الذاتي والتمويل الحر بشكل عام، وكيعتمد على السوق وعلى المردوديه ديال هذاك العمل فيما يخص الترويج ديالو الى اخره. شفت انا ليكزومبل ديال فيلم الاخوان، انا ماشي كندافع على فيلم الاخوان اصلا، ما شفتوش وماشي شي نوع ديال السينما اللي كيهمني اصلا نشوفو باش نكونوا واضحين. انا عندي اختيار في المشاهده كيعتمد على امور كما قال السي علواني اكثر فنيه منها انتاجيه او شيء اخر. اذا من هذه الناحيه السي علواني انا لا ادافع عن، انا فقط درت واحد الملاحظه بسيطه على التوجه الحالي فيما يخص تمويل الانتاج، ما بقاش كيعتمد على الصناديق سميتو ديال الدوله سواء في اوروبا او لا في المغرب. وحتى الانتاجات دابا مثلا الا جينا نشوفوا مثلا التمويل ديال الانتاج في السنوات الاخيره، الانتاج المغربي دائما كاين هذيك الصندوق الدعم ولا لافونسي روسيت راه كيدعم واحد نقولوا معدل ديال 4 5 الافلام في كل دوره، كتعطيك ما بين 12 و 16 فيلم في السنه، مجموع 15 كاع نقولوا معدل ديال 15 فيلم. دابا هذه 5 سنين ما بقيناش حتى نشوفوا هذوك 15 فيلم اللي كيتمولوا فعلا هذوك الشركات اللي كنشوفوهم، واحد الجزء منهم كنشوفوه في المهرجان الوطني اللي هذه بيان سور عامين هاد 3 سنين ما تنظمش، وكيبقاو هذوك الافلام اما في الرفوف اما حتى واحد ما كيعرف عليهم شي حاجه لحد الان. هذوك الانتاجات ديال
الثلاث سنوات الاخيره مازال ما شفناهمش، لكن اغلبيه ديالها ما خرجوش في القاعات السينمائيه، القاعات السينمائيه غاديين كيسدوا. دونك ما يمكنش دابا حاليا حتى واحد ما قادر كما تسال العلواني يعرف اشنو هو الانتاج الوطني السينمائي الممول من طرف صندوق الدعم، يعني بمصداقيه وبدراسه عمليه ميدانيه. ما كاينش اللي يقدر يهضر لان الافلام ما كيشوفوا حد. دابا المشكل اللي مطروح هو كيف نعيد بعد الاعتبار للمشاهده السينمائيه في المغرب بما فيها كل وسائل المشاهده. القاعات السينمائيه كنعرفوا الحاله ديالهم، المساهمه ديال التلفزيونات الوطنيه في الانتاج الوطني، لا من ناحيه التمويل لا من ناحيه ديال البرمجه ديالو والترويج ديالو كنعرفوها، داكشي شبه منعدم في السنوات الاخيره الى اخره. اذا الوضع الى بغينا نكونوا واقعيين وعندنا مصداقيه داكشي اللي كنقولوا قاتل. C'est très noir, vraiment noir. Dans le vrai sombre, disons. Enfin noir, sombre. C'est très sombre. La situation est très sombre. Donc, soyons réalistes et regardons un peu, regardons-nous dans les yeux et disons entre nous quelles sont les solutions les meilleures pour sortir de ce marasme. Donc, tout notre débat doit être centré sur cela. Dernièrement, par exemple, l'UNESCO avait sorti une étude disant que le domaine du cinéma en général en Afrique, il emploie environ 5 millions de personnes et il génère, il participe au produit intérieur brut pour 5 millions de dollars par an. Et en termes d'emploi, il emploie environ 20 millions de personnes par an. Et il peut générer jusqu'à 20 milliards de revenus. Mais tout ça, ce sont des chiffres purement théoriques. Dans la pratique, personne n'en peut. Même l'UNESCO n'a pas donné de vrais arguments sur les chiffres réels. Donc, alors, si nous voulons rester dans ces chiffres-là, alors comment allons-nous faire pour pouvoir défendre un cinéma viable et qui peut être vu par les Africains pour les Africains? C'est ça le problème, la question essentielle, c'est ça. C'est pas moi je ne parle pas des gens des choix artistiques. Nous sommes loin, très 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 loin des choix artistiques. Nous sommes bien dans le choix d'existence de notre cinématographie. Notre cinématographie souffre de visibilité et de droit à l'existence. Déjà. C'est ça pour moi l'essentiel. Voilà. Je commencerai par répondre à ces choses. Effectivement, actuellement, d'après ce qui a été dit par M. le ministre dans la dernière réunion qu'il a eue avec l'URA, c'est qu'ils sont engagés dans la création de 150 salles de cinéma. Donc, ils ont dit que d'après ces paroles, c'est sorti dans le communiqué de presse de l'URA, d'après les paroles du M. le ministre. Donc une vingtaine serait très prochainement, dans les mois qui viennent, très prochainement opérationnels. Et il prévoit 150 d'ici quelques années. Pour l'état des lieux, la thèse que j'ai faite à Paris 3, c'est une étude sur entre 2002, la loi elle est passée en 2002, mais elle n'était réellement applicable qu'à partir de 2003. Et du coup, les films ne sont sortis qu'en 2004. Donc la thèse, elle a étudié d'un point de vue économique les productions cinématographiques qui sont sorties de 2004 à 2013. Donc en fait, un peu c'est sur le mandat de Nordin Sen. Cette étude, c'est ce qui
c'est ce qui m'avait permis de comprendre un peu la tendance, le retour sur investissement. Alors, je vous invite à la lire. Elle est sortie, donc la thèse elle est de plus de 400 pages, elle est en ligne gratuitement sur Internet et sur le site des thèse.fr de France. Mais elle est aussi en format je l'ai résumé en 200 pages et je laisserai des copies pour la direction ou si quelqu'un voudrait la lire ou autorise. Là, je suis filmée, j'autorise les photocopies. Si vous voulez la photocopier et rendre le... Et donc du coup, mais voilà, l'étude elle s'est arrêtée en 2013, pardon. De 2013 à 2017, l'évaluation que vous allez retrouver, ce serait l'évaluation de ce qu'a fait l'État comme réaction par rapport à ce qui était à l'État en 2013. Donc voilà, c'est sur le livre Cinéma au Maroc, la production cinématographique au Maroc, une existence grâce au partenariat public-privé et une survie commerciale. Survie parce qu'à l'époque, c'est là où maintenant où on a le projet, où l'État a le projet de salle de cinéma. Je voudrais revenir après sur l'intervention de M. Kridis. Je vais vous répondre de manière très personnelle. J'aime pas trop parler de moi parce que j'ai pas encore fait des choses qui me permettent de parler de moi. ولكن سمحتي لي في علاقتي مع les scénaristes اللي اشتغلت معهم. Vous savez, ربما الأستاذ il avait dit une question là. Peut-être qu'on devrait d'abord penser à la question avant de penser à la réponse. وش كيف نتعامل مع السيناريست وكيف يتعامل السيناريست معي. Parce que la question devrait plus se poser comme ça. Aussi par rapport à l'âge. Parce que j'ai 37 ans, ils en ont plus que 60. Donc il y a un recul forcément personnel, il y a plus d'âge et plus d'expérience qui font que je vais poser la question plus dans ce sens-là que dans l'autre sens. Aussi, mon expérience me force de poser la question dans ce sens-là. D'abord, dans le cas de Baba, je ne sais pas si c'est est encore là, c'est quand un ami commun qui m'a parlé de ce scénario. Donc du coup, je contacte Semaine pour le scénario. Je lis le scénario, je trouve ça magnifique comme idée. Et puis, je contacte Semaine qui est connu pour être un homme très sérieux. Et puis je lui dis, voilà ce qu'il en est. Semaine me dit, est-ce que c'est un autofinancement? Je lui dis, il me dit, il y a un autofinancement. Et il y a cet autofinancement. Et donc du coup, c'est pas moi c'est même pas moi qui a négocié. C'est lui qui m'a dit, c'est lui qui a décidé. C'est un prix qui est adapté je ne vais pas dire un prix, c'est l'honoraire qui est adapté à l'idée. Parce qu'il a voulu, parce qu'il veut. Parce que qui des acteurs, actrices اللي تآمنوا أنه بغاو السينما وبغاو مخرجين. أنا باش كنشوف j'ai 37 ans باش كيجي شي واحد عنده 25 ans تيبان ليا أنا تنقول مع راسي dans quelques années moi je vais partir ou je risque de partir avant ou après mais j'ai besoin de lui باش هو يكمل لي السينما في المغرب وفي العالم. Alors j'imagine, je me mets dans un cadre beaucoup plus jeune, mais j'imagine que cette man ou la cirque, il a عنده شي تعامل معاه من قبل هو عنده 60 سنة ملي كيشوف فيا فراه كيحس ربما هذاك الإحساس اللي أنا كنحس كيحس encore plus. Il voit en moi une personne اللي يا ربي غير تحقق ليا أنه تبقى تخدم في ميدان السينما في المغرب. Vous voyez ce que je veux dire? كذلك مع السيرك je vais vous raconter ça. Je suis tombée amoureuse. Je voudrais d'abord, avant de passer cette main, à chaque fois je l'appelle, donc il n'y a pas uniquement d'un côté financier, il y a aussi le côté présence, il y a l'ouverture d'esprit,
le fait de comprendre qu'il interagisse avec une jeune qui a 35 ans, 37 ans, avec sa vision, avec sa manière de faire. Donc il y a une ouverture qui a été, et je sais qu'il a travaillé sur ça, qui était assez spécial pour pouvoir هو يتعامل معايا ماشي انا نتعامل معاه عرفتي الا الحمد لله كان je suis tombée amoureuse d'un scénario magnifique. Et puis on avait présenté au Fondette, malheureusement on n'a pas eu le fond, je vais le dire Fondette parce que l'osé فاش نتلاقينا هو قالها قال هذا ماشي افونس هذا فونديت حيت ما كيحققش لينا لي كريتير ديال لافونس رغم انه القانون كاتب من فيه افونس ما ابليكيش حتى حاجه اللي كتسمح لنا نقولوا عليه افونس. Et puis normalement je devais déposer un montant en espèces et après on signe le contrat ou le scénario qui est prêt ou le montant qui connaît l'avance sur le fondette et éventuellement. Alors مشيت عنده كنا جا لباريس ومشيت عنده وجبت ليه هذاك لو مونطون دارجون اللي خاصني نجيب ليه على لافونس جو با سي il a voulu que je raconte ça. هو يزدوك الفلوس ويرجعوا ليا يقول لي بنتي حتى تكتب وتجيبهم لي باريسي انا بغيت تكتبي سي بغيت يعني واش انا اللي كنتعامل مع السيناريست كاين حكم السن كاين حكم الخبره كاين حكم الغد كاين حكم حتى التطور الانساني والفكري والروحي ديال الناس اللي كنتعاملوا معاهم كيخليو شكون اللي كيتعامل مع الاخر واش هو اللي كيتعامل مع انا اللي كنتعامل معاه. الحمد لله الله طيحين في المغرب الفنانين اللي ربي يسألهم ربما هما كيتعاملوا معايا اكثر واش انا كنتعامل معاهم. شفتي برافو مريم. Je voudrais juste passer السؤال الجاي سي السؤال ديال وحدي والسؤال هو كيفاش كنتعاملوا مع لا برودكسيون سينماتوغرافيك ورجعها في الميدان السينما في افريقيا وكذلك جو لا rejoindre السؤال ديال سي عزيز concernant se concentrer sur la distribution oublier les financements. En fait, j'ai l'impression quand on parle par exemple de production cinématographique كنتكلموا كذلك على الجانب الابداعي كنتكلموا على ديستريبيوشن كنتكلموا عليهم كاملين رغم انه تنقول لا ديستريبيوشن كنسموها بحالتها ولا برودكسيون en termes de fabrication de processus de fabrication du film تنديروها بحالتها ولكن في الحقيقه راه الحاشي واليد ما كنفكروش واش تغدى راه كنفكروا واش فطر وتغدى وتعشى ما كنفكروش واش الا كلا ما يمشيش للمدرسه ولا واش الا مشى للمدرسه ما ينعس ولا مشى الناس ما يمشيش يتطبب ولا مشى يتطبب ما يلبسش سي ان تو كونط اون ان انفون كنفكروا له في نعاسو ما ياكلش وشربو والقرايه ديالو لي زاكتيفيتي باراسكولير وديفلوبمون بيرسونيل وديفلوبمون سيكولوجيك لو راسيونيل سي ان تو كلشي كيتجمع باش يعطيونا انسان كيان. كذلك باش نتكلموا على ربما المقارنه شويه قويه مي جو كاريكاتور ان بو لا شوز مي سي سا ان فيت راه ملي كنتكلموا على السينما ما كنتكلموش غير على ما هو على لا ديستريبيوشن ولا على لا برودكسيون ولا على الابداع ولا على الدراسه اللي كتسمح لنا يكون عندنا هذا الابداع لانه باش ننجحوا في الابداع باش نعرفوا ما هما الوسائل او مش كيل سون لي زوتي دراماتيك ما هما الوسائل الدراميه اللي غنستعمل باش نقيس واحد الشخص معين واحد المجتمع فئه مجتمعيه معينه فكيخصني ندرس هذيك الفئه ونعرف شنو اللي كيأثر عليها. مثلا واش غادي نجيب في الكاستينغ انجلينا جولي او لا غنجيب لا خلود ولا غنجيب يعني شكون الفنان اللي يتكلم ليا بالملامح الوجه خلاص انا تبارك الله مجموعه الفنانين المغاربه والافريقيين ما تكلموش عليه فما يحتاج نقدر نجاوب على اي فئه ولكن الناس خاصك الوجه تاع الهيئه الاختيار ديال كل حاجه في الاخراج او في الانتاج او في الابداع كيختاروها بناء مع شكون كنهضروا وعلى كاليتي ديال هذيك الاجابه لا كاليتي ديال هذاك البناء او هذاك الابداع خاصو يجاوب لي على هذيك الحاجه الاجتماعيه باش يمكن لي انه ديك الفئه المجتمعيه تتفاعل مع هذاك الابداع. ما عرفتش واش انا مفهومه نحاول نترجمها بطريقه اخرى كي بحال
إذا كان الطفل مثلا ديال وليدي ما يمكنليش نعطيه فيلم مثلا ما يمكنليش نوريه بيغاز باغ اكزومبل او لا نوريه مثلا ديسان كروازي رغم انني كنتمنى يفهم ليا ديسان كروازي كنفهم انه ديسان كروازي غادي نوريه ليه ملي غادي يوصل جو سي با ربما 12 ولا 13 دونك انا محتاجه باش يشوف ليا هذاك الفيلم محتاجه باش يفهم ليا واحد الحقبه تاريخيه من تاريخه ومن تاريخ بلاده ولكن في نفس الوقت كنعرف انه ها وقتاش محتاج لها دونك لاج ديتيرمين لو كادر بسيكولوجيك والتطور الانساني ديالو ديتيرمين اشنو وقتاش غادي يشوف واحد الحاجه وشنو خاص يكون في ديك الحاجه ولدي اتريزون غادي يشوف هاد الفيلم معين و اتريزون يشوف ديسان انيمي فورسيمون دونك الابداع خاصو يكون في الديسان انيمي il va pas comprendre ما غاديش يفهم ليا انه الا درت فيلم تاريخي خارج واحد الاطار معين الا ما كانش دو فار افيك دي ديسان الا ما كانوش لي كولور الا ما كانش لو بيرسوناج تيدير لي حركات زايده ماشي بحال واحد الفئه معينه اللي بواحد السن معين فمحتاجين التصرفات تكون بهدنا والحركات تكون بهدنا باش يقدر يتجاوب وكيفهم لو روغار اكثر ما كيفهم الحركه اليد في حين ولي 3 ans j'ai besoin de caricaturer le jeu d'acteur doit être un peu caricaturé pour qu'il puisse comprendre la chose. Il faut vraiment que je travaille. Enfin là, ce que je viens de dire, c'est Marianne qui le dit. Mais je pense qu'on a besoin qu'il y ait des psychologues, qu'il y ait des académiciens, des sociologues qui peuvent faire l'étude et me faire comprendre à moi-même et aux différents acteurs et cinéastes كل âge معين شنو يقدروا يفهموا فيه ديك الفئه وكيفاش يمكننا ننجحوا في هذاك هذا البروسيسوس دو كرياسيون في هذا الابداع اللي يخلينا نتفاعلوا مع هذاك الفئه المجتمعيه. عاد كناخذوا كذلك ملي كنتكلموا على لا برودكسيون كنوصلوا لا ديستريبيوسيون كيل سون لي كانون. هنا بغيت نمشي مباشره لا بارتي ديال لافريك. عندنا نعطي غير مثال بسيط ماروك تيليكوم كاينه في تشاد وتشاد مهم عند المغاربه وحنا بغينا نتفاعلوا مع اخواننا في تشاد ومهم عندنا اننا نديروا انتاجات اللي نحسوا اللي نتفاعلوا مع لا كوميونيتي ومع الناس اللي مع اخواننا في المجتمع التشادي. وفي تشاد ما كاينش لي سان دو سينما وكاينه ماروك تيليكوم وعندنا دي انجينيور اللي يقدروا يصاوبوا لنا دي بلاتفورم دو كوميرسيال دي بلاتفورم اللي المراه في تشاد تقدر تدخل وتوري لوليدها لي ديسان ولا البنيته ادوليسونت دي فيلم اللي يتنتجوا ولكن ما عندناش هاد لا بلاتفورم. Il s'agit d'une volonté, d'un développement de vision, d'un changement de vision, de donner le temps à nos intérêts humains ونعطيو لهم الوسائل ديال اللي عندنا سواء دي فوا وسائل لوجستيكيه دي فوا وسائل فكريه ما غير كاع باش ما تكونوا وسائل ماديه حيت عندنا انجينيور كاين سور بلاص عندنا في البلاد عندنا ماروك تيليكوم عندنا في البلاد عندنا كل شيء خاصنا غير نديرو عندنا ميدياتيك افريكان تري ريش من سواء في المغرب او عند اخواننا الافارقه اللي كنا نحطوها لهاد لا بوبولاسيون في تشاد. Et ça, ce n'est pas fait. Il s'agit d'une volonté politique. Il s'agit d'une volonté des différentes personnes qui يخدموا في هذا المجال واللي يسمحوا لنا يسمحوا لنا ننجحوا هذه لا ريبونس هذا. En fait, c'était ça. Merci. Merci, Mariam. Alors, la parole à M. Contoudin. Je pourrais juste répondre au monsieur, je ne sais plus comment c'est son nom. Aziz, c'est ça. Il a parlé de quelque chose de très intéressant, c'est que pour que les films soient vus, à la base de la création, de l'écriture, même de la production, il faut savoir où est-ce qu'on part avec le film. C'est très important parce que c'est la distribution finalement qui va, même l'exposition du film dans les salles de cinéma ou dans les festivals,
qui va permettre au film de circuler. Je reste un petit peu toujours dans le comment est-ce que nos films doivent être exposés, comment la finalité, comme Myriam dit, c'est que quand un enfant, puisque vous parlez de l'enfance, un enfant naît, il a un destin, c'est-à-dire qu'il a le destin de sa vie aux yeux de ses parents. C'est que l'enfant, on va le mettre à l'école. On a déjà prévu plein de choses pour lui, même quand il arrive au monde. Il a déjà sa chambre, il a son lit, il a ses couches, c'est préparé. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand il arrive, mais on a déjà prévu qu'il va exister dans notre univers. Le cinéma, pour moi, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est que tous les producteurs aujourd'hui font un film ou se débrouillent à faire un film, et c'est après qu'ils se disent mais à qui je vais le vendre. Et je pense que c'est juste une erreur de la fabrication d'un film, c'est qu'au départ, si on n'a pas positionné la vie d'après le film, c'est qu'on va se retrouver aujourd'hui dans ce problème de diffusion, d'existentialité du film. Quand un film sort, quand vous allez voir un financier privé, vous lui dites que ben, voilà, je vais produire ce film, mais j'ai déjà telle salle ou ciné-club pour le Maghreb qui est très très impliqué dans les ciné-clubs, il y aura 5 dirhams d'entrée, donc je pense que si je fais 40 ciné-clubs dans le pays, à la fin je peux vous rembourser déjà ce que vous avez mis là. C'est une forme déjà d'existence, de préparer à l'existence du film. Alors quand celui pourquoi il va investir dans le cinéma alors que s'il fait un hôtel, il va avoir des clients qui vont arriver et qui vont rembourser son investissement. Et alors, pour l'attirer dans le cinéma, je pense qu'il faut lui donner un modèle économique qui va permettre au film d'exister, qui va dire je vais gagner ça. Et je pense que, de par mon parcours, c'est ce que j'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que si je fais un film, il faut qu'il soit rentable après. Hein. Et à partir de ce moment, je me positionne comme celui qui va peut-être apporter de la visibilité en rentabilisant le film. Donc c'était vraiment juste pour parce qu'il a touché un peu ce pourquoi le cinéma africain souffre de l'exposition. Alors pour nous qui avions hérité du modèle français, par nos histoires anciennes de la colonisation, en France, on ne peut pas monter un film crédible sans distributeur, c'est-à-dire sans celui qui va aller le porter dans la place du marché. J'ai vu qu'il y a un monsieur qui m'a parlé l'autre jour, il m'a dit que lui aussi il était berger, il est éleveur de moutons, c'est ça, mais il élève ses moutons parce qu'il sait qu'à un moment donné il va les vendre au marché. S'il ne peut pas les vendre au marché, ça ne sert à rien d'élever le mouton. Donc c'est exactement la même chose pour le cinéma. Donc il faut que, avant qu'un film ne soit produit, on lui donne cette visibilité, c'est qu'on lui prépare l'après. La production, c'est pas plus important. C'est après, c'est comme un enfant, quand il naît, est-ce qu'il va aller à l'école? Il faut l'inscrire où? Dans quelle école? Les enfants, les parents choisissent déjà même des écoles privées parce qu'ils ont l'impression que ça va donner un peu plus une meilleure éducation à l'enfant que l'école publique. Donc ça veut dire qu'on a préparé en amont l'arrivée de l'enfant sur Terre. Donc je pense que c'est exactement la même chose qu'il faut que les producteurs, s'ils veulent m'écouter, qu'ils essayent de cerner d'abord quel est-ce que mon film, quel endroit je veux le projeter. Au Cameroun, ils font des avant-premières très très chères et ça permet déjà de créer une émulation autour du film. On en parle, tout le monde en parle et les avant-premières permettent de venir en robe de soirée, monter les marches et regarder le film. Je ne sais pas si ça se fait au Maroc, mais voilà, ça commence là la vie d'un film après tournage. Donc très souvent,
Et encore une fois de plus, j'insiste là-dessus, c'est quand vous faites votre film et que vous la portez dans le marché, sans distributeur, donc c'est très difficile qu'il ait une emprise dans le marché. Parce que pourquoi on va prendre le vôtre alors que c'est presque le même thème qui a été fait en Tunisie ou en Algérie, je ne sais pas, et dans un peu les mêmes visions de la vie, peut-être même mieux traité que le vôtre, mais voilà, à un moment donné, il faut se dire, il y a 3M qui va diffuser le film en avant-première au Maroc, et en échange, ils vont me donner une somme d'argent pour que ça me permette de fabriquer le film. Voilà, c'est un peu ce que je pense par rapport à toutes les subventions, parce que les subventions, ce que moi je pense des subventions, c'est que c'est de l'argent non remboursable. La plupart du temps, c'est de l'argent institutionnel. Et donc, ça ne vous met pas dans une position de combat, de vouloir, voilà, puisque vous n'avez pas besoin de rembourser cet argent-là. Vous faites, vous payez, et puis vous laissez ça comme ça. Donc, très souvent, c'est à double jeu. Je ne dis pas que c'est négatif, parce que ça peut permettre aux gens d'éclore, d'exister, de faire des films, de s'essayer dans la profession. Mais ce n'est pas un argent qui incite. En France, quand vous avez des CNC pour faire un film d'art et essai, après il faut investir au minimum 50 000 € pour la sortie seule. Bon, vous n'avez pas envie parce que ça a été financé. Voilà. Donc ici maintenant, s'il y a un gars qui a une chaîne de pressing dans le pays qui vous a donné, je ne sais pas combien, 200 000 dirhams, vous avez envie de lui rendre son argent, donc vous motivez pour que le film circule. Parce que malgré vous, il faut lui montrer que si jamais vous lui rendez son argent, la prochaine fois, il va donner un peu plus. Voilà. Donc je pense que la notion, est-ce que les fonds publics nous permettent d'exister réellement et de faire circuler nos œuvres, j'en suis pas sûr. Maintenant que ça permette de démarrer une carrière, moi je pense que c'est nécessaire. Voilà. Bien, alors merci à vous d'avoir répondu présent. Et au nom de tous les présents, je tiens à remercier Madame Mariam, Monsieur Contoudel et Monsieur Chouka de leur intervention si passionnante. Merci à vous. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.